Alors, deuxième temps, la prise de conscience, 83-93. Alors, la prise de conscience dans notre pays, ça commence par des rapports. Dieu sait qu'il y en a eu et c'est probablement pas terminé. J'ai prêté la plume à quelques-uns d'entre eux. Le premier, c'est en 85, c'est une commission du plan qui s'appelle Vieillir solidaire, présidée par Tabat, un démographe, avec un groupe technique que présidait Roland de Royan sur les retraites, qui a sorte le basculement vers l'après-abaissement de l'âge de la retraite. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on s'est préoccupé du devenir de notre système de retraite à partir du moment où cette longue revendication historique, politique et sociale avait été satisfaite en 83. 80, ensuite, les États généraux de la sécurité sociale, la commission de sauvegarde de l'assurance vieillesse. Un élément qui n'est pas un élément pas de rapport, mais qui renvoie à ce que a pu vous dire Michel Rocard, mais qui montre que les sujets retraite sont des sujets qui ne concernent pas simplement l'assurance vieillesse, qui concernent les retraités. La mise en place de la CSG en 90, avec quand même la reconnaissance forte à travers la CSG que tous les revenus de remplacement, y compris les retraites, doivent contribuer au financement de la protection sociale, alors que jusqu'alors on n'avait qu'un système improphagique de cotisation d'assurance maladie sur les retraites. Donc la CSG a marqué un temps important dans l'idée de considérer les retraités comme des contributifs ou des contribuables en matière sociale à part entière, au même titre que les actifs, mais pas au même niveau. Enfin, en tout cas, à l'époque, pas au même niveau, mais depuis, toujours pas au même niveau. Ça, c'est un autre sujet. Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, j'en suis à 90. Et c'est important, parce que ce sujet revient également, monsieur le ministre, lorsque Michel Rocard, il ne l'a peut-être pas dit, mais si vous lui avez posé la question, je pense qu'il vous aurait expliqué que dans la discussion qu'il avait eue avec les parties prenantes sur l'élargissement de la CSG aux retraites, il y avait la perspective, je vois l'œil de Denis Jacquat s'allumer, de la mise en place d'un 5e risque de la dépendance. Il y avait clairement dans le paquet politico-technique l'idée que cette mise à contribution de l'ensemble des retraités devait contribuer à améliorer la prise en charge de ce qu'on appelait à l'époque la dépendance ou 5e risque. Donc les débats sont anciens. Livre blanc sur les retraites en avril 91. C'est quand même un temps connu de tous et important de la réflexion collective sur le sujet, avec deux par-delà l'attirail de projection, d'analyse, deux éléments importants. Le constat qu'a rappelé Hervé Lebras, qui a été fait cette fois dans un document officiel de la République, à savoir le constat de la parité moyenne entre le niveau de vie des actifs et le niveau de vie des retraités. Alors, parité moyenne, ça ne veut pas dire que tout soit identique, mais c'était quelque chose qui était quand même assez nouveau, assez révolutionnaire ou assez choquant, parce que pendant très longtemps, notre société a quand même vécu, il suffit d'écouter les humoristes ou les chansonniers ou les chanteurs pour expliquer que la retraite des vieux, c'était pas grand-chose, que le minimum vieillesse, c'était pas grand-chose. Et donc, s'attacher à l'idée de retraite ou de personnes âgées, une connotation un peu misérabiliste. Le livre blanc en 90, à partir de constats incontestables, fait le bilan qu'en quelque sorte, le système a été amélioré au point qu'aujourd'hui, on est dans la parité. Et deuxième élément un peu nouveau et un peu dérangeant, je trouve, du livre blanc retraite, dont on n'a pas cessé de mesurer ensuite les conséquences, c'est que tous les actifs sont des retraités futurs, quand bien même leur employeur est un employeur public. Je m'explique, l'idée, à l'occasion du livre blanc retraite, d'analyser ce que sont les régimes de retraite des fonctionnaires ou des salariés des entreprises publiques était une idée relativement nouvelle et assez choquante à l'époque. Ça consistait à dire que quand bien même vous êtes fonctionnaire, vous n'en êtes pas moins, en tant que Français, retraité, et que les évolutions générales démographiques, elles ont vocation d'une manière ou d'une autre à s'appliquer à vous, parce que ces phénomènes ne sont pas des phénomènes qui doivent se lire à l'intérieur simplement d'un cadre statutaire précis. Donc le livre blanc a apporté, je dirais, ces deux éléments un peu nouveaux. Deux notations un peu anecdotiques mais significatives sur le livre blanc et la manière dont il a été construit et perçu. Le jour où le livre blanc a été rendu public, il y a eu une grève d'avertissement à la SNCF, au motif que le fait de rendre public à la page 248 de l'annexe 9 des projections de charges des régimes, les projections de charges du régime de la SNCF étaient attentatoire ou dangereux à terme sur le devenir de ces régimes. Donc je veux dire, c'était montrer quand même le caractère un peu
un peu sensible du sujet. Et puis deuxième point, et ça c'est un souvenir d'ancien fonctionnaire que je relate là, il n'y a pas de confidentialité, je crois, là-dessus, c'est que la partie la plus discutée du livre blanc, au niveau des cabinets, dont je ne faisais pas partie, j'étais le technicien, c'était la partie où on parlait des retraites des fonctionnaires, et notamment de savoir est-ce qu'on allait parler de scénarios d'adaptation pour les régimes de retraite des fonctionnaires. Et l'arbitrage politique à l'époque, ça a été de dire, un arbitrage tout en nuances, on en parle, mais en termes beaucoup moins précis et beaucoup moins détaillés que pour le régime des salariés d'industrie et du commerce. Donc vous voyez l'arbitrage un peu au cordeau sur un sujet qui était un sujet nouveau et un sujet sensible. Voilà donc pour cette période, 83-93, je dirais, on a pris conscience. On a pris conscience que d'abord les retraités sont plus pauvres. Ils ont un niveau de vie moyen qui se compare favorablement par rapport aux actifs. Et surtout, on a pris conscience qu'aujourd'hui, enfin à l'époque, on devient retraité avant d'être vieux. Alors qu'autrefois, comme le disait Hervé Lebras, on commençait par être vieux avant d'être retraité. Donc les choses avaient complètement basculé. Alors la troisième phase, c'est la phase qui s'est ouverte en 93, donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, la réforme de 93 sur les salariés du privé, le faux départ de 95 sur la transposition de cette réforme aux salariés du public, le rapport Charpin en 98 ou 99, 2000, la mise en place du Conseil d'orientation des retraites, la mise en place d'un outil de lissage de la bosse démographique que le FRR, sans décision de rééquilibrage ferme en quelque sorte sur le système. Et donc ensuite, on arrive en 2003 avec, pour faire écho aux aspects démographiques qu'évoquait Hervé Lebras, l'élément clé à mon avis de la réforme de 2003, c'est bien une sorte de règle d'or dans le partage des gains futurs d'espérance de vie. La règle d'or, c'est que les gains futurs d'espérance de vie après 60 ans, eh bien, ils doivent se partager en 2/3 pour le travail et 1/3 pour la pension. C'est-à-dire que quand bien même on augmente la durée d'assurance, on augmentera la durée de perception de la retraite, mais en même temps, on aura aussi maintenu constant dans le temps et entre générations le rapport entre le temps de travail et le temps de bénéfice de la retraite. Donc c'est un élément dicté par la démographie, dicté par le souci d'équité entre générations et qui est très, très structurant.